beaucoup pour cette étude très précise avec beaucoup de sources. Donc, vous allez vraiment là au plus près de la situation, donc à la fois de cette histoire des entreprises locales et de cette volonté donc de construire, mais de construire donc dans un type artistique. Hein, ça laisse rêveur, l'expression laisse rêveur. Maintenant, je vais donner la parole à Yvon Delemontet, qui vient de Lausanne, donc en tout cas qui travaille à Lausanne, à l'École polytechnique fédérale, et vous allez nous parler de l'industrialisation du bâtiment, un repli prolifique entre restriction et substitution. Tout ça est assez énigmatique pour moi. J'avoue que l'image choisie aussi pour cette première slide est aussi très énigmatique. Donc à la suite de l'intervention précédente, je vous propose en fait de parler de matériaux et de techniques de construction durant la période de l'occupation, et plus particulièrement du rôle, à mon avis fondamental, de la pénurie, de la situation de pénurie, qui est quelque chose de très important à cette époque-là, ce rôle de la pénurie dans l'évolution des techniques de construction. Donc si les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale engage de manière irréversible le bâtiment vers l'industrialisation de ses moyens de production, on oublie souvent que cette modernisation a été permise grâce à un certain nombre de mesures et de dispositions inaugurées sous l'occupation. C'est en effet le moment où une structure administrative se met en place et un appareil législatif et réglementaire adopté qui ne seront pas remis en cause à la Libération. C'est aussi le moment où, privés des moyens matériels d'agir, nombre de constructeurs mettent à profit cette longue attente imposée par les circonstances, faisant dire à l'ingénieur André Marini que la guerre aura surtout été l'occasion pour les techniciens d'un repli sur eux-mêmes, de tentatives et de recherches qui préludent aux réalisations. Ainsi, le déferlement de procédés constructifs novateurs à peine le conflit terminé ne s'explique que si l'on considère les années de guerre comme l'antichambre de la reconstruction. Certes, la Première Guerre mondiale, puis les expériences pionnières d'industrialisation des années 30 auront joué un rôle non négligeable, mais il est incontestable que la période de Vichy fut de ce point de vue la plus décisive. La mise sous tutelle de l'économie française par les forces d'occupation impose dès l'été 1940 l'adoption d'une politique draconienne de restriction et de substitution. Lors du Salon technique et industriel allemand qui se tient en 1941 au Petit Palais, est organisé un congrès traitant de l'utilisation rationnelle des matériaux et de l'emploi de produits de remplacement. L'objectif est de présenter les recherches les plus récentes qui ont permis d'aboutir à la création et à l'adoption de produits ou de dispositifs nouveaux, plus économes que ceux qui étaient en usage autrefois. Deux solutions sont alors envisagées. Soit une diminution de la quantité de matière employée, soit le remplacement d'une matière première rare et chère par une autre abondante et bon marché. Si dans le premier cas, ces recherches ont conduit à d'heureux perfectionnements, aboutissant à reprendre le tracé de nombreuses pièces ou à perfectionner les calculs de résistance de certains matériaux, dans le second cas, l'utilisation d'ersatz va stimuler l'innovation technique et orienter de manière parfois décisive l'évolution d'un secteur d'activité tout entier. Je pense en particulier aux matières plastiques, aux bois compressés ou encore aux fibres textiles artificielles. Passablement atone sous l'occupation, le secteur de la construction subit lui aussi de plein fouet le manque de matériaux, acier, ciment et de main-d'œuvre. On assiste alors à un double phénomène comparable à celui que connaît l'industrie. D'une part, l'invention et la mise au point de procédés constructifs plus économes issus principalement de la préfabrication. D'autre part, la redécouverte et le perfectionnement de matériaux et de techniques ancestrales de construction. Complémentaires, ces recherches favorisent un retour de la maçonnerie, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, dont le perfectionnement des techniques ouvre la voie à la modernisation du secteur de la construction tout entier, orientant la nature et les modalités de l'industrialisation du bâtiment en France. Cette situation d'extrême pénurie contraint l'ensemble de la filière à s'adapter rapidement, en lançant notamment deux vastes chantiers dont les efforts seront massivement poursuivis à la Libération. Il s'agit de la normalisation des éléments de la construction et de leur préfabrication à grande échelle.
La période de Vichy marque une rupture sans précédent dans l'histoire de la normalisation française. Peu appliquée jusque-là, celle-ci fait en effet l'objet de toutes les attentions de la part du nouveau régime, soucieux de l'imposer à tous les secteurs de l'économie, y compris au bâtiment, qui connaît l'amorce d'un bouleversement complet. Si l'idée de normaliser la production industrielle remonte au XIXe siècle, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que s'organise la normalisation en France. Placée dans l'optique de la réorganisation du pays, la création en juin 1918 de la Commission permanente de standardisation, puis de l'AFNOR, l'Association française de normalisation en 1926, en sont des étapes importantes. Toutefois, faute de moyens suffisants et par trop dépendante de l'initiative privée, l'élaboration des normes peine à se développer. La défaite de 1940 et ses conséquences amènent le gouvernement de Pétain à se pencher rapidement sur le problème de la normalisation, dont le rôle revêt une importance capitale pour le relèvement économique du pays. Au régime libéral de l'entre-deux-guerres succède un régime autoritaire et centralisé, instituant une stricte discipline dont les statuts sont contenus dans la loi du 24 mai 1941, véritable révolution dans l'histoire de la normalisation française. L'établissement des normes est rendu désormais quasi obligatoire dans tous les domaines d'activité et placé sous l'autorité d'un commissaire à la normalisation aux pouvoirs élargis. Des bureaux de normalisation, subordonnés au nouveau comité d'organisation réglementant de manière corporatiste les professions, sont créés, qui ont pour fonction d'effectuer dans chaque branche les travaux préparatoires à l'établissement des normes. Mais qu'entend-on par normalisation ? Ernest Lost, directeur général de l'AFNOR depuis sa création, l'a défini comme un ensemble de règles techniques résultant d'un accord entre les producteurs et les usagers en vue d'améliorer le rendement humain dans le domaine de la matière. De manière générale, il incombe à cette diplomatie des techniques une triple mission contenue dans la formule que donne Jacques Mély dans son ouvrage publié en 1946. Normaliser, c'est simplifier, unifier, spécifier. Simplifier, c'est éviter la coexistence de modèles différents répondant à un même usage, en ne gardant que les meilleurs ou les plus nécessaires. Unifier, c'est garantir la mise en œuvre de fabrications interchangeables facilitant la compatibilité de la production. Enfin, spécifier, c'est définir les méthodes et les essais de contrôle qui fixent pour chaque produit ses aptitudes à l'emploi. Si les deux premiers termes relèvent d'une normalisation dimensionnelle, le dernier témoigne d'un souci qualitatif. En effet, l'établissement des normes ne vise pas seulement à produire davantage pour une même dépense, mais aspire également à améliorer la fabrication. Dans la préface du dossier que consacre en janvier 1943 la revue Technique et Architecture à la normalisation du bâtiment, Jean Bichelonne, ministre et secrétaire d'État à la production industrielle, déclare que l'industrie du bâtiment est une de celles qui offrent le plus vaste champ de possibilités à la normalisation, contribuant ainsi, je cite, à résoudre le double et grave problème de la reconstruction immobilière et de l'amélioration de l'habitat national. Le ton optimiste et volontaire du ministre peine à occulter la réalité d'un secteur encore très peu perméable aux idées de la normalisation. Ce retard, entre guillemets, pris dans le bâtiment s'explique principalement par l'existence d'un grand nombre d'acteurs aux intérêts divergents, ainsi qu'à l'indifférence et au scepticisme de la plupart d'entre eux. Les plus récalcitrants sont les architectes, qui redoutent qu'en fixant une fois pour toutes les dimensions et les formes de certains composants, portes, fenêtres, etc., la normalisation ne réduise leur liberté de création. En dépit de cette défiance, le secteur de la construction se voit imposer, comme les autres, la politique de normalisation du régime de Vichy. Le comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics est d'ailleurs le premier à fonder, en juin 1941, son propre bureau de normalisation, placé sous l'autorité de l'architecte et ingénieur André Gigoux. Sans entrer dans le détail des très nombreuses normes étudiées, citons celles relatives aux pièces écrites des marchés et aux règles de construction, celles qui définissent les produits et leurs spécifications, celles enfin destinées à unifier les cotes nominales des composants. Sur ce dernier point, le projet de norme fondamentale relatif à la modulation dans le bâtiment est capital. Homologuée en septembre 1942, la norme P01001 impose désormais la modulation décimale de tous les éléments entrant dans la construction. D'une grande souplesse, elle s'applique indifféremment à la profondeur des locaux, à la hauteur des étages, à la dimension des baies et des allèges, à l'épaisseur des planchers.
Son adoption permet de diminuer le coût des matériaux, tout comme celui de la main-d'œuvre, par la coordination et la simplification des opérations de mise en œuvre sur le chantier. La quête d'un système de mesure universel compatible avec le développement d'une production en série est largement partagée à cette époque, comme l'attestent les recherches de l'architecte allemand Ernst Neufert sur l'octamètre, c'est-à-dire la division du mètre en 8 parties égales, ou celle de Le Corbusier sur le modulor. La nécessité d'une telle discipline s'exportera après-guerre au-delà des frontières nationales, la modulation décimale se généralisant au niveau européen dans un souci d'harmonisation entre les pays membres. Parallèlement, est entreprise sous la direction des architectes André Lecomte et Paul Abraham la rédaction du répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment, le REF, qui vise à définir les conditions techniques minima applicables aux différentes parties de la construction. L'idée de grouper à l'avance les éléments de la construction afin de constituer des composants trouvant facilement leur place dans des programmes types impose de rompre avec le découpage traditionnel par corps d'État au profit d'une classification nouvelle par éléments complets. Ainsi, par exemple, le mur comporte non seulement la maçonnerie, mais tout ce qui s'y incorpore, les croisées, les persiennes, stores, vitreries, coffres de radiateurs, etc., anticipant la notion de bloc préfabriqué, en usage après la guerre et qui vise à remplacer l'intervention successive des différents corps de métier sur le chantier par une exécution coordonnée en amont, en atelier ou en usine. Publié pour la première fois en 1946, le REF devient un véritable bréviaire pour les reconstructeurs français d'après-guerre. Il ne cessera d'ailleurs d'être complété au point de se muer en véritable code technique de la construction, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de DTU, les documents techniques unifiés, regroupant l'ensemble des pièces utiles pour la conception, l'étude et l'exécution des bâtiments. Prolongeant les travaux sur la normalisation modulaire, le Commissariat à la reconstruction immobilière ouvre en décembre 1943 une série de concours en vue de l'amélioration des procédés de construction des bâtiments d'habitation, concours qui anticipent ce lancé après-guerre par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU, afin de promouvoir l'industrialisation du bâtiment. L'objectif est, je cite, de susciter un ensemble de recherches orientées vers la préfabrication, de provoquer une émulation entre les chercheurs et de faire aboutir des procédés de fabrication propres à être lancés industriellement sur une grande échelle. Chacune des consultations se rapporte à un composant fondamental du bâtiment, permettant la déclinaison de 10 concours différents sur les planchers, les murs porteurs, les ossatures, les croisées, les installations sanitaires, la ventilation, les cloisons, les escaliers, les toitures. Ouverts aux industriels, entrepreneurs, architectes, techniciens et artisans, les concours sont à 2 degrés. Le premier comporte la remise d'un projet accompagné d'un dossier sommaire. Le second comporte en plus la fourniture d'une maquette grandeur nature et l'établissement d'un devis descriptif et estimatif détaillé. En dépit d'un contexte difficile et du faible délai accordé aux concurrents, ces consultations rencontrent néanmoins un vif succès, puisque près de 400 propositions sont examinées par le jury présidé par Auguste Perret. La plupart explorent des voies visant à rationaliser les fabrications, simplifier l'exécution et réduire le travail sur le chantier par une préparation plus grande en usine. L'enjeu est immense, puisqu'il s'agit de tester et de valider des principes de construction novateurs susceptibles d'être appliqués à l'ensemble de la reconstruction française. Même si peu d'entre elles suscitent d'idées nouvelles, l'État s'engage à participer financièrement à la mise au point des plus prometteuses. Ainsi, les procédés primés sont-ils diffusés dans la presse spécialisée et présentés à la première exposition de la reconstruction qui se tient à Paris à la fin de l'année 1945. Nombre d'entre eux trouveront un débouché après la guerre sur les chantiers de la reconstruction ou dans le cadre des opérations expérimentales du MRU, comme par exemple à Orléans ou à la cité expérimentale de Merlan, à Noisy-le-Sec. Plus fondamentalement, les procédés proposés au concours jettent les bases d'une préfabrication partielle de la construction qui relève davantage du procédé général de construction que de la maison de catalogue. Aux antipodes d'une préfabrication totale à l'américaine, calquée sur le modèle de la chaîne automobile, cette conception s'attache à concevoir le bâtiment avant tout comme un ensemble interchangeable de pièces détachées. Solution française faisant la part belle au béton et que théorise Paul Abraham dans son best-seller publié en 1946 et intitulé « Architecture préfabriquée ». La situation de pénurie impose par ailleurs de ne sous-estimer aucune piste et de miser sur la diversité des moyens de construire. En effet, depuis le début du conflit, plusieurs matériaux et techniques de construction que l'on croyait révolus
éveille soudain l'intérêt des constructeurs. En l'absence de ciment, d'acier ou de bois, d'autres matériaux dits de remplacement, comme la terre, la pierre ou le plâtre, vont jouer un rôle qu'ils n'avaient plus depuis longtemps. En effet, quoi de plus simple, de plus rapide et de moins coûteux pour abriter les sinistrés que d'employer les matériaux naturellement trouvés sur place et existant en abondance sur le territoire? Ils ont non seulement l'avantage d'être immédiatement disponibles, mais aussi de ne nécessiter que le minimum d'énergie pour leur transformation, leur transport et leur mise en œuvre sur le chantier, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie grise. Toutefois, reconsidérer l'emploi de matériaux tombés en désuétude ne suffit pas à répondre à l'urgence et la gravité du moment. Encore faut-il les adapter aux conditions de production actuelles. C'est la position que défend Paul Abraham, encore lui, depuis le début des années 1940. Réfutant tout régionalisme, l'architecte voit dans l'évolution récente de la construction l'occasion d'un renouveau des techniques ancestrales. Il expose en septembre 1943 dans la revue Technique et Architecture, à l'aide d'un long article au titre évocateur « Défense et illustration de la maçonnerie », sa conviction de concilier ce qu'il appelle les procédés millénaires avec l'industrialisation du bâtiment. Il prône le recours à des techniques anciennes comme le pisé ou la pierre de taille et préconise leur perfectionnement au moyen d'une mécanisation accrue du chantier. Il en va ainsi de la pierre tendre, disséminée sur la quasi-totalité du territoire français. L'abaissement de son prix de revient et l'amélioration de sa commodité d'utilisation sont obtenus grâce à des recherches mettant en évidence ses propriétés physiques et mécaniques, ainsi que le choix d'un petit nombre de blocs standards, mais suffisants pour conserver une liberté de composition. Poursuivi à la Libération, ce travail ouvre la voie à une mécanisation industrielle des carrières de pierre de taille, dont Paul Marceroux, génial carrier et ami de Fernand Pouillon, sera la cheville ouvrière. D'autres architectes, renouant avec la technique ancestrale du pisé, vont utiliser la terre pour édifier rapidement des constructions provisoires et bon marché. C'est l'idée imaginée dès 1940 par Le Corbusier, avec les constructions mur-rondin, néologisme obtenu à partir de l'association des mots mur et rondin. Il s'agissait, dit-il, de donner aux sinistrés l'unique possibilité de s'abriter, prendre de la terre et des branches d'arbres et constituer sans main-d'œuvre spécialisée des abris à la manière des bûcherons dans la forêt. Destiné initialement aux sinistrés du Nord victimes de l'offensive allemande, le procédé fait l'objet, 2 ans plus tard, d'un manuel technique publié sous le patronage du Secrétariat général de la jeunesse. En quelques pages, l'auteur y explique comment les usagers peuvent goûter aux joies de l'autoconstruction en utilisant des matériaux non ouvrés et trouvés sur place. Ainsi, les constructions sont-elles formées d'une simple maçonnerie de pisé, de briques crues ou de plots, sur laquelle est clouée une charpente de rondins de bois recouverte d'un latis de branchage et de mottes de gazon. Constituées par la juxtaposition d'une même cellule de longueur variable, elles répondent aux fonctions les plus diverses pour devenir, au gré des besoins, habitation, dortoir, bibliothèque, école, salle de conférence, ferme, etc. À la Libération, Le Corbusier prolonge sa réflexion en adaptant l'idée des murs-rondins au contexte nouveau de la reconstruction. Il imagine alors 2 projets d'habitat dits transitoires, dont les constructions regroupent les populations sinistrées le temps de rebâtir leur ville. Restées sans suite, ces propositions n'en trouvent pas moins un écho chez d'autres architectes qui conçoivent au même moment des logements en béton de terre stabilisés, à l'instar de Manès de Graff ou Robert Rosel. Cette expérimentation connaît son point d'orgue dans l'immédiate après-guerre avec la reconstruction du village témoin du Bosquel, près d'Amiens, placé sous la direction de l'architecte Paul Dufournet. Utilisée crue, la terre peut aussi être cuite et accroître ainsi considérablement sa résistance. Un exemple illustre plus que tout autre ses avantages et ses possibilités extraordinaires, la fusée céramique. Inventée et mise au point par Jacques Couel, sa conception qui relève à la fois de l'observation de la nature et de la redécouverte de la voûte traditionnelle est issue d'une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la pénurie de bois qui sévit pendant la guerre, ce dont témoigne la série de brevets qu'il dépose entre 1940 et 1945. Architecte autodidacte, inventeur prolifique, passionné d'archéologie et de botanique, Couel s'intéressait depuis la fin des années 30 aux structures légères en bois que l'on pouvait monter et démonter au gré des besoins, rapidement et avec les moyens les plus élémentaires. En 1941, il publie un opuscule décrivant la nature et le montage des différents baraquements disponibles destinés à abriter les sinistrés.
Il y présente 2 de ses propres constructions dites à charpente portante, c'est-à-dire dont le toit et les murs se confondent en un seul moyen d'expression. La première, celle qu'on voit ici en haut à droite, est une construction polygonale constituée de caissons alvéolaires de forme trapézoïdale, boulonnés entre eux et inspirés de la baraque Morosini développée par le service des constructions provisoires. La seconde, celle du bas, plus ingénieuse encore, utilise les qualités hygrométriques du bois frais de coupe, notamment les phénomènes mécaniques de torsion, tension et détente des fibres, comme contreventement permanent de la structure, selon un assemblage rigoureux de planches de petite dimension. Anticipant la pénurie de bois, Jacques Coel met au point dès 1940 des éléments tubulaires en céramique ayant la particularité de s'emboîter les uns dans les autres, afin de constituer des fermes en lieu et place des planchettes auparavant utilisées. Ceci permet de réaliser des baraquements selon le principe de la charpente portante et constitue, d'après lui, un progrès des plus importants par l'économie de matériaux et de main-d'œuvre ainsi obtenue. Conscient de l'intérêt des éléments tubulaires, en particulier dans les domaines de la résistance et de l'isolation, Coel perfectionne son invention en vue d'étendre son utilisation à d'autres parties de la construction. Ces recherches aboutissent en mars 1945 au dépôt de 3 brevets relatifs à ces mêmes éléments tubulaires appelés désormais fusées céramiques, dont le perfectionnement permettrait la réalisation d'édifices à grande portée, comme des usines, des hangars, et des ouvrages d'ingénierie, comme des ponts, des pylônes, des réservoirs, des silos, etc. La fusée céramique se présente sous la forme d'une bouteille sans fond de 30 cm de longueur sur 8 de diamètre, dont les parois en terre cuite sont longitudinalement rainurées. Cette géométrie particulière leur permet de s'emboîter les unes dans les autres en utilisant le principe de construction par anneaux juxtaposés bien connu des Romains. Ce principe fut suggéré à son auteur par l'étude morphologique des structures végétales, en particulier la prêle et le bambou, 2 plantes constituées d'éléments tubulaires de faible solidité, se pénétrant mutuellement pour constituer des tiges d'une extraordinaire résistance. L'invention de Coel se prête à la réalisation de voûtes paraboliques ou de planchers sur voûtes surbaissées, dont l'exécution se révèle particulièrement simple, rapide et économique. Sur un coffrage cintré, abondamment graissé, on assemble les fusées dont le goulot est enduit de mortier au préalable. Lorsque les fils de fusée sont en place, un mortier liquide est appliqué dans les intervalles. Ainsi solidarisées, elles reçoivent une mince chape de béton, le coffrage pouvant être démonté et la voûte mise en charge dans les 24 heures. L'air contenu à l'intérieur du faisceau tubulaire constitué par les fusées garantit en outre un excellent comportement thermique des constructions. De l'air chaud ou frais peut au besoin y être pulsé, réalisant une paroi rayonnante à peu de frais. Plus fondamentalement, la fusée céramique rationalise la construction de manière à lier étroitement les dimensions structurelles et architecturales du projet. Par sa forme qui substitue les efforts de compression aux efforts de traction, la voûte réduit la consommation d'acier et sa résistance accrue permet d'employer des matériaux moins solides ou de récupération avec des liants de fortune. Les recherches de Jacques Coel ne sont d'ailleurs pas très éloignées des réflexions constructives que mène au même moment Paul Abraham ou celles un peu plus tardives de Fernand Pouillon sur les voûtes minces en terre cuite. Destiné à construire initialement des abris provisoires dans le camp de transit du Grand Aréna, édifié à Marseille dans des conditions rocambolesques et le plus célèbre, la fusée céramique connaît un véritable succès, au point de compter en 1959 plus de 150 000 m² de couverture réalisée en France et dans les colonies, et près de 500 000 m² à l'étranger, en particulier en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas ou en Italie. Placées donc sous le signe des restrictions et des substitutions multiples durant la guerre, les actions engagées par la France de Vichy pour moderniser le secteur de la construction sont décisives, au point de contribuer à l'élaboration d'une doctrine et d'ouvrir la voie au développement d'une véritable industrie du bâtiment après 1945. Si la normalisation et la préfabrication prennent leur source dans l'idéologie machiniste du mouvement moderne, le catalyseur de leur développement au cours du XXe siècle n'est d'autre que la pénurie de matériaux et de main-d'œuvre qui sévit durement sous l'occupation et qui perdure jusqu'à la fin des années 40. Ainsi, la guerre constitue-t-elle de ce point de vue un formidable accélérateur des pratiques et des techniques nouvelles de construction. À l'essor remarquable des procédés s'ajoute un autre phénomène, qualitatif celui-ci. Fer de lance de l'industrialisation du bâtiment, la préfabrication cesse en effet de s'incarner exclusivement dans le métal, avec lequel elle était pourtant associée durant l'entre-deux-guerres, pour s'épanouir dans la maçonnerie et plus particulièrement dans le béton. Cette hégémonie française, qui s'exportera bien au-delà des frontières nationales,
déterminera le cadre de production de l'architecture du logement au cours des Trente Glorieuses. Il va sans dire que l'apport de la France de Vichy fut sur ce point essentiel. Merci.